Bonjour, dans cette première vidéo concernant les TMS et troubles dorsaux, nous allons travailler sur la définition de ces troubles et puis sur leur chiffrage. Donc on va commencer par la définition. Alors pour ça, moi, je vous conseille d'aller sur le ministère du Travail. Vous allez trouver un certain nombre d'éléments sur, vous voyez, il y a pas que les TMS qui sont concernés. On trouve par exemple des choses sur l'amiante, travaux honteurs, risques psychosociaux, etc. Et puis il y a toute une partie sur les troubles musculo-squelettiques. Donc tout un dossier intéressant à analyser. Vous pouvez aussi aller sur le portail de la fonction publique. Au niveau du portail de la fonction publique, vous avez aussi, de la même manière, un certain nombre d'éléments intéressants pour un préventeur. Et ici, donc, on a une partie sur les troubles musculo-squelettiques. Donc, la définition qu'on trouve au niveau du portail, eh bien, c'est que c'est troubles musculo-squelettiques et puis affections du dos. On dit que ce sont des affections qui sont périarticulaires, c'est-à-dire autour des articulations, et qui peuvent affecter différentes structures, alors soit des membres supérieurs, donc les bras, ou inférieurs, et du dos. Donc c'est vraiment des zones, des segments corporels liés au mouvement et à la posture. Qu'est-ce qui peuvent être affectés comme type de tissu? Eh bien, des tendons, des muscles, des articulations, des nerfs et le système vasculaire. On en rediscutera dans une partie quand on parlera de physiopathologie. Alors, dans le guide pratique que je vous présente ici, on trouve les caractéristiques des troubles musculo-squelettiques. Donc, affection périarticulaire, hypersollicitation, caractère différé, ça veut dire qu'en fait, on a un décalage dans le temps entre le début de la cause et puis l'apparition de la pathologie, des maladies multifactorielles, donc un peu plus compliquées à gérer du point de vue de la prévention parce qu'en fait, il y a plusieurs facteurs qui vont être déclencheurs. euh, Différents types de facteurs de risque, dont des facteurs biomécaniques, mais aussi des facteurs psychosociaux, des facteurs organisationnels au niveau de l'entreprise et du poste de travail. Et puis, une grosse problématique, c'est qu'en fait, ce type de troubles, en fait, eh bien, vont entraîner, si l'on maintient la personne dans cet environnement, eh bien, une incapacité qui va être de plus en plus importante. Donc, une évolution vraiment particulièrement problématique dans certains cadres. Et puis, dans d'autres cadres, en fait, on s'aperçoit que le trouble disparaît. Donc, si je résume les choses, donc nos pathologies d'hypersollicitation, donc ce sont à la fois les troubles musculo-squelettiques et les troubles du dos. Un facteur absolument clé, ce sont des facteurs biomécaniques qu'on va donc appeler des facteurs directs. Euh, et puis d'autres facteurs qui vont intervenir pour le développement de ces pathologies d'hypersollicitation. Des facteurs liés au travail, donc l'organisation du travail, mais aussi tout ce qui va être ambiance physique, donc température, vibration par exemple, et puis des facteurs psychophysiologiques, dans lesquels on va avoir des problématiques aussi bien psychologiques que physiologiques. Donc ici j'ai marqué aussi la sensibilité de l'individu, et bien entendu toute la problématique du stress. Alors est-ce qu'on peut euh, dissocier le professionnel du privé chez un même individu? En fait, est-ce qu'il est possible d'imaginer un individu coupé en deux avec les impacts professionnels qui n'affecteraient qu'une certaine partie du corps et les impacts privés qui affecteraient une autre partie du corps? Alors bien sûr, la vision qui consisterait à opposer d'un côté les impacts professionnels aux impacts privés, à imaginer qu'ils sont complètement étrangers les uns les autres, c'est une vision qui n'a aucun sens. Un individu, c'est un individu unique, avec des structures physiologiques uniques. Ici, je représentais le cerveau. Donc l'ensemble des impacts, qu'ils soient professionnels ou privés, vont interférer sur les mêmes structures, que ce soit au niveau du système nerveux, mais aussi de tous les autres systèmes de notre organisme. Donc ici, si je représente un individu, eh bien, chaque individu n'a bien entendu qu'un seul cerveau,
n'a qu'une seule main droite, un seul canal carpien droit, un seul coude droit, une seule épaule droite, etc., etc. Pareil pour les membres inférieurs. Donc ça veut dire que si j'ai des sollicitations professionnelles qui vont interférer sur mon poignet droit, et puis que dans le privé, j'ai aussi des sollicitations fortes sur ce poignet droit, eh bien, on va avoir une accumulation des causes. Donc, nous, au niveau physiologique, qu'est-ce qui va nous intéresser ici au niveau de ces pathologies d'hypersollicitation? Eh bien, on va pouvoir parler de stress, on va pouvoir parler de chronobiologie, on va pouvoir parler de toute la problématique d'inflammation des tissus, et on pourra parler aussi de certains facteurs aggravants, comme pourquoi pas la température. Donc, au niveau de la chronobiologie, vous avez déjà vu des vidéos sur cette partie, et bien sûr que les rythmes biologiques vont interférer en fait sur cette problématique de pathologie d'hypersollicitation. Les rythmes biologiques sont vraiment à la base de l'équilibre de l'organisme. Et puis nous discuterons ultérieurement de la partie stress, inflammation et température. Donc si je résume, en fait, j'ai trois types de causes qui vont interférer sur notre organisme pour entraîner ou pas des troubles d'hypersollicitation. Donc, origine physiologique, origine psychologique et conditions de travail. Donc, ici, on a un trépied euh, qui, euh, euh, qui est à prendre en compte pour comprendre toute cette dimension de pathologie multifactorielle de type hypersollicitation. L'un ne va pas sans l'autre. Un individu n'est pas d'un côté psychologique et de l'autre physiologique. La physiologie et la psychologie, au final, forment un tout. Et les conditions de travail vont impacter aussi bien la physiologie que la psychologie, et donc va impacter ce tout. Ça nous amène maintenant à discuter de l'évolution et de la gravité de ces maladies. Alors voici une courbe qui vient du site amélie.fr. Elle est intéressante cette courbe parce qu'en abscisse on a le temps, en ordonnée on a les impacts avec au final deux regards, ici sous la courbe et ici au-dessus de la courbe. On va commencer sur le regard au-dessus de la courbe. Donc euh, d'abord apparition de douleurs, ensuite des douleurs qui vont se retrouver aussi en dehors du travail, puis développement d'une pathologie, obligation d'un traitement médical, et ça peut aller jusqu'à un handicap fonctionnel et social. Les troubles musculo-squelettiques peuvent être extrêmement handicapants dans le domaine privé, par exemple une personne qui ne pourrait plus fermer ses volets roulants, une personne qui ne pourrait plus attraper d'objets à hauteur d'épaule ou de tête. Donc imaginez, selon par exemple sa cuisine, si elle n'est plus en capacité d'attraper par exemple des verres qui sont en hauteur, euh, des, euh, des ustensiles, des paquets de ceci ou de cela, vous imaginez bien que c'est extrêmement handicapant. Des gens qui ne peuvent plus utiliser une main parce que en serrant cette main, eh bien, les douleurs sont trop vives. Donc ici, on voit qu'on a un impact qui va pouvoir en fait euh, aller d'une simple douleur initiale jusqu'à un handicap fonctionnel. Et donc forcément, l'autre volet de notre échelle ici, on a ici une perte d'efficacité initialement, puis forcément ça va entraîner une perte de motivation, un absentéisme, et puis des problématiques de reclassement au niveau de l'entreprise. Donc trois niveaux de gravité ici sont décrits. Niveau 1, des douleurs mais qui vont disparaître au repos. Niveau 2, ben, des disparitions qui sont de plus en plus longues à se mettre en place. Et puis niveau 3, une persistance de la douleur, et en sachant que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on peut aller vers un véritable handicap. Alors si je prends l'exemple du canal carpien, le canal carpien c'est une zone qui est située au niveau du poignet, on aura l'occasion de revenir dessus, et dans cette zone en fait il y a un nerf, le nerf médian, qui va passer, et il va passer dans une gouttière, au niveau de laquelle on a aussi, vous voyez, ici des tendons qui passent. Donc des tendons des muscles de l'avant-bras, qui vont permettre le mouvement
de la main et des doigts. Et donc, à force de mouvement de ces tendons au niveau de ce canal carpien, eh bien, on va avoir toute une zone qui va s'inflammer, qui va gonfler, et on va avoir une compression du nerf. Cette compression du nerf va donner de fausses sensations au niveau du cerveau. Eh bien, on va avoir, par exemple, des picotements au niveau des 1, 2, 3, et un petit peu au niveau du quatrième de ce côté-ci. Des 3 à 4 premiers doigts, des picotements qui apparaissent ainsi au début. Et puis bon, quand on s'arrête de faire ce travail, les picotements disparaissent. Alors parfois, ils se font ressentir le soir, et puis ils disparaissent avec le repos. Mais ce canal carpien peut être aussi extrêmement douloureux en continu, avec des gens qui ne peuvent plus utiliser leurs mains, et donc on a vraiment une situation de handicap importante. De la même manière pour le dos, ici vous avez un disque intervertébral normal. Ici un disque un petit peu plus fin, donc un disque détérioré, on aura le temps d'y revenir aussi. Ici un bombement du disque, ici une hernie discale. Vous voyez qu'en fait on a une augmentation de l'échelle de gravité qui apparaît. Donc on a des troubles en fait euh, qui partent de douleurs on va dire, momentanées, et puis ça peut aller jusqu'à des douleurs extrêmement handicapantes. Bien, donc entamons maintenant le chiffrage. Donc on peut observer sur cette courbe qui va de 1990 à 2014 une augmentation exponentielle dans les années 90 et 2000, et puis à partir de 2010, on voit qu'on a une stagnation. Stagnation qui se poursuit, vous pourrez faire un arrêt sur cette partie de la vidéo, hein, vous avez de toute façon le support, sur Moodle, et vous pourrez observer que au niveau des chiffres ici, eh bien, on est toujours dans cette situation de plateau en 2018. Alors l'idéal, bien sûr, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à faire baisser les chiffres. Alors, autre représentation possible, ben, c'est de distinguer les troubles en fonction des zones. Donc, voilà la représentation de CNAMTS 2017, où on voit que la zone la plus touchée, c'est main-poignet. Ensuite, c'est l'épaule, puis le coude, puis le dos, les genoux et enfin cheville-pied. Quand on regarde les chiffres un petit peu plus récents de 2018, on retrouve la même chose, main, poignet, épaule, coude, dos. La répartition par sexe et âge, eh bien, on voit que ce sont les travailleurs les plus âgés qui sont les plus touchés, et puis on voit que les femmes sont aussi un petit peu plus touchées que les hommes. Ici, vous avez une représentation par secteur. Donc là, pareil, vous regarderez sur le support et vous verrez que tous les secteurs ne sont pas touchés de la même manière. Donc on a des secteurs qui sont plus ou moins problématiques de ce point de vue-là. Bien entendu, c'est lié aux conditions de travail et c'est lié au type de travaux. Alors ce que je vous demande de faire, moi, c'est de remettre à jour les chiffres. Alors pour cela, vous aurez donc deux ressources. Vous irez sur CNAMTS et sur la MSA. Vous pourrez regarder un petit peu l'origine des documents que je vous ai donnés précédemment. Ben, vous irez reprendre ces documents et vous irez rechercher les nouvelles données pour voir si ça a changé ou pas. Donc je vous demande de réaliser ce travail. Pour réaliser ce travail, vous n'oubliez pas qu'il y a aussi la MSA. Ici, par exemple, vous avez une synthèse d'avril 2019 qui est réalisée par la MSA. Donc vous stoppez la vidéo, vous réalisez ce travail. Bien, donc vous avez remis à jour les chiffres. Maintenant, on va passer sur une dernière partie, c'est la typologie et les tableaux des maladies professionnelles. Donc je vais vous demander d'aller rechercher ces tableaux de maladies professionnelles concernant les troubles musculo-squelettiques et les troubles du dos, d'analyser ces tableaux et de synthétiser la typologie des troubles concernés. Donc vous stoppez la vidéo, vous faites ce travail. Alors, quelques éléments de correction. Alors quand on regarde un petit peu la terminologie des maladies d'hypersollicitation, on voit qu'il y en a beaucoup qui finissent en it, tendinite, épitrocléite, épicondylite, ou en algie, cervicalgie, dorsalgie, lombalgie. On voit qu'il y a des syndromes aussi. Eh bien, toutes ces maladies ont comme point commun l'inflammation. Donc on parlera d'inflammation un jour dans l'une des vidéos.
Tous les tableaux sont numérotés, donc tableau 57, 69, etc. 57, ce sont les gestes et postures, 69, les vibrations, 79, toutes les problématiques ménisques, 97 et 98, là on est sur des problématiques de rachis lombaire avec 97 les vibrations, 98 la manutention. Alors où vous avez trouvé ces tableaux? Normalement, vous avez trouvé ces tableaux au niveau de Légifrance. Ces tableaux se trouvent au niveau du code de la sécurité sociale. Donc au niveau de chaque tableau, en fait, vous avez la désignation de la maladie, le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux. Hein, vous avez déjà travaillé ça là-dessus en semestre. Donc des maladies multifactorielles avec des facteurs directs biomécaniques, des facteurs indirects liés à l'organisation du travail, des effets psychologiques et physiologiques sur l'individu, et donc une prévention qui doit être participative et systémique. Dans une prochaine vidéo, nous aurons sur l'évaluation de ces risques. À très bientôt.